Bienvenue à tous. Il y a plus de 20 ans, la nécessité d'une justice internationale devint une évidence et finit par s'imposer à la communauté internationale. Le 17 juillet 1998, les 120 États vont adopter le statut de Rome, l'acte fondateur de la Cour pénale internationale. Les activités de la CPI sont aujourd'hui diversement appréciées, critiquées à tort ou à raison d'être seulement tournées vers le continent africain. Enjeux et défis de la justice internationale. Vous êtes juriste, chercheur au Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous d'avoir bien voulu m'inviter sur ce plateau et je dis bonjour à tous les téléspectatrices et téléspectateurs. Monsieur Plagbé, le 17 juillet 1998, le statut de Rome, qui est considéré comme l'acte fondateur de la Cour pénale internationale, a été adopté. En quoi était-il important de mettre en place cet instrument de justice internationale? Alors je dirais que le nouvel ordre mondial qui va s'installer juste après la Seconde Guerre mondiale sous la forme de l'Organisation des Nations Unies va, au terme de la Charte des Nations Unies de 1945, se donner pour mission de préserver en réalité l'humanité ou les générations futures de l'avènement d'une autre guerre qui, en l'espace d'une vie humaine deux fois, a exercé ou a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances. Et c'est pour ça que l'ONU va mettre en place un certain nombre de mécanismes juridiques et des instances juridictionnelles qui auront pour but notamment de promouvoir et de protéger les droits de l'homme, mais aussi de mettre fin à l'impunité d'un certain nombre d'auteurs de crimes graves qui affectent la communauté internationale. Et c'est de là que l'idée d'une justice pénale internationale va commencer par se développer, parce qu'elle germait il y a déjà plusieurs décennies, mais n'a pas fait long feu. On va d'abord assister à l'avènement des tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo. Puis, on va, dans les années 1990, assister à l'avènement des tribunaux pénaux internationaux, le cas du tribunal du Rwanda, par exemple. Mais le problème, c'est que ces juridictions étaient limitées dans le temps, dans l'espace et également. Donc, la nécessité d'avoir une instance juridictionnelle de droit pénal international qui était indépendante et permanente va être concrétisée ou matérialisée par la création de la Cour pénale internationale dont on parle aujourd'hui. Le statut de Rome. Et donc, pour répondre plus précisément à votre question, deux raisons ont poussé la communauté internationale, c'est-à-dire l'ONU, à adopter le statut de Rome. Premièrement, la volonté de ne plus voir une autre guerre mondiale advenir et de mettre fin à l'impunité. Mais en seconde position, la volonté de créer un organe qui est indépendant et permanent et qui est le droit pénal international. Le refus de l'impunité, un des principes qui sous-tend la création de la CPI, vous le dites. Quels sont les crimes que juge la Cour pénale internationale? Alors, la compétence de la Cour pénale internationale est limitée aux crimes graves qui affectent la communauté internationale et qui sont de quatre types essentiellement. On a le crime de génocide, on a les crimes contre l'humanité, on a les crimes de guerre et le crime d'agression. Et c'est en réalité quelque chose qui est précisé à partir de l'article 3 du statut de Rome. Et les articles suivants vont apporter une définition encore plus explicite à ces crimes précités. Et étant donné que nous nous trouvons dans le domaine pénal, c'est en fait une énumération de faits, en plus de la caractérisation de l'intention, qui en réalité sont constitutifs de ces crimes et que chaque personne peut aller donc consulter dans le statut de Rome. Ça veut dire que, comme vous le dites, les faits relèvent de l'appréciation souveraine du juge. On ne peut pas mettre un distinguo entre ce que c'est qu'un crime un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Oui, en fait, on peut faire la distinction, puisque en réalité, la loi pénale en principe étant d'interprétation stricte, il faut se référer lorsqu'on était au campus, le principe de la légalité des peines, c'est-à-dire qu'on ne peut pas engager une poursuite ou on ne peut pas condamner quelqu'un à une peine si la loi ne l'a pas prévue.
Donc la Cour pénale internationale ne peut pas engager un certain nombre d'actions à l'endroit d'un certain nombre de personnes si la loi ne le dit pas et si les faits constitutifs de cette infraction en réalité ne sont pas relevés ou n'existent pas. Justement, dans son fonctionnement, comment la CPI est-elle saisie de tous ces crimes? Donc à partir de l'article 13 du statut de Rome, les modes de saisine de la Cour pénale internationale ont été énumérés. Et nous en avons 3. En réalité, l'État, ou l'article 4 déjà commence par dire que la CPI exerce ses fonctions et pouvoirs sur le territoire de l'État parti. État parti, il faut comprendre en réalité État où les faits qui sont constitutifs de crimes dont relève la compétence de la CPI sont commis, ou État d'où la personne qui est accusée est ressortissante. Donc, le premier mode de saisine, c'est l'initiative de l'État qui saisit le procureur et lui demande de mener un certain nombre d'enquêtes sur des crimes qui relèvent de la compétence de la CPI et donc de poursuivre les auteurs, les présumés auteurs si les faits qui leur sont reprochés s'avèrent. Puis nous avons le second mode de saisine où le procureur, en fait, ayant reçu un certain nombre de renseignements par rapport à des crimes qui auraient été commis sur le territoire d'un État parti, lorsqu'il s'assure que ces renseignements sont avérés, peut en fait ouvrir une enquête, peut déclencher un mécanisme d'enquête qu'on appelle proprio motu et en fait la personne accusée. Là, il s'agit d'une autosaisine de la Cour de la CPI? Du procureur. Et en fait, ce qu'il faut préciser, c'est que ces deux modes de saisine, en réalité, ne marchent que quand l'État est parti au statut de Rome. Alors justement, à ce niveau, on sait que tous les pays n'ont pas ratifié le traité de Rome fondant la CPI. Est-ce possible que la CPI se saisisse des crimes commis sur un territoire non signataire du traité de Rome? Non, je crois que nous sommes synchro parce que j'arrivais justement au troisième mode de saisine où le Conseil de sécurité des Nations Unies joue un rôle important à ce niveau et je suis sûr qu'on va en parler un peu plus loin. Lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies considère que dans le cadre d'un conflit ou sur le territoire d'un pays, un certain nombre de crimes relèvent de la compétence de la CPI, que l'État soit parti ou non au statut de Rome, défaire la situation devant le procureur, qui donc peut ouvrir une enquête et émettre des mandats d'arrêt à l'endroit des personnes identifiées qui sont accusées de ces crimes qui ont été commis. Et donc, dans plusieurs cas, le Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment pour l'ancien président Omar El-Béchir du Soudan, a eu à enclencher ce type de procédure. Alors, on sait au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, ces pays qui ont le droit de veto, est-ce que ça veut dire que vraiment la CPI a une marge de manœuvre lorsque les faits sont imputables à un pays détenteur de ce droit de veto? Oui, en réalité, c'est là où le débat naît, parce que ces derniers temps, et vous l'avez dit dans votre introduction, il y a une opinion qui est en train de prendre un peu plus d'ampleur et qui reproche à la CPI d'être politiquement instrumentalisée ou d'être une justice à sens unique vers les nombre de puissances qui, même déjà la création de la CPI, se montraient réticentes, à savoir les États-Unis et la Russie et la Chine, ces pays-là, qui aujourd'hui, je parle notamment des États-Unis, ne sont pas partis du statut de Rome et donc qui opposent leur veto à chaque fois en réalité que le procureur de la CPI veut pousser ou bien enclencher une action d'enquête ou une action de jugement contre un certain nombre de personnes qui portent la nationalité de ce pays ou qui ont agi au nom et pour le compte de ce pays. Donc c'est véritablement là où il y a un blocage. Dans le cas même de la Syrie, un peu pour parler d'un autre point, il y a eu en fait une résolution de la France et des USA qui ont voulu que puisqu'il y a des crimes qui sont commis en Syrie et qui sont constitutifs et qui relèvent de la compétence de la CPI, que les victimes puissent saisir
la CPI. Mais je crois que cette fois, ça a été la Chine et la Russie qui se sont mis ensemble pour opposer leur droit de veto. Donc, alors, nous l'avons vu lors de la guerre en Irak, des exactions commises notamment à Abu Ghraib et puis un peu partout en Irak, hein, et des faits imputables aux soldats américains, mais jamais les États-Unis ne se sont sentis inquiétés. Non, moi je crois en réalité que ce que l'on ignore, et c'est pourquoi il ne faut pas s'arrêter aux informations premières ou aux idées reçues, il y a des enquêtes qui sont menées. Je ne prendrai pas votre exemple, mais ce que j'ai appris, c'est que depuis 2007, le bureau du procureur mène des enquêtes sur l'Afghanistan, par exemple. Même chose pour le conflit israélo-palestinien. Et dans plusieurs cas, je crois même que récemment, le procureur a, au-delà de un peu plus loin en ce qui concerne l'Afghanistan, un peu pour vous rejoindre, Donald Trump a pris des sanctions contre le procureur. Mais ça veut dire que ces enquêtes n'ont pas de chance d'aboutir? Non, mais elle maintient le cap. Je crois qu'elle a pris la décision de continuer parce que véritablement, il faut que cette Cour la prouve qu'elle n'est pas politiquement instrumentalisée. Alors, au regard de votre analyse, est-ce que vous semblez donner raison à ceux qui pensent justement que cette Cour mène une justice à sens unique? Vous voulez dire contre les Africains? Oui. Non, moi je dois reconnaître en réalité que depuis depuis 2 décennies, on a l'impression, je choisis et je pèse bien mes mots, qu'il y a une justice sélective, tendancieuse, dirigée vers les Africains. Mais il faut simplement souligner qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et sur cette base, je tiens à dire que les Africains aujourd'hui qui se plaignent de l'action de la CPI sont les mêmes Africains qui sont allés ratifier en grand nombre le statut de Rome pour avoir plus rapidement accès à l'aide publique au développement. S'ils veulent bien renoncer à l'aide publique au développement, eh ben, qu'ils renoncent aussi à la ratification d'un certain nombre de traités. La seconde question, le second argument que j'aimerais pouvoir verser dans ce débat, c'est M. Gaëtan Padiba, est-ce que les crimes qui sont reprochés à ceux qui sont traduits à la CPI sont avérés? Parce que la plupart du temps, quand un certain nombre de crimes sont commis, des violations des droits de l'homme sont commis par nos autorités étatiques, le seul recours qui est la plupart du temps laissé aux citoyens et aux victimes, ce sont les standards internationaux. Je ne vous apprends rien. Dans moins de 10 jours, le Togo sera devant le comité contre la torture. Et en tant qu'acteur de la société civile, nous avons rédigé, comme on nous l'autorise, un rapport alternatif qui va être présenté en plus de celui du gouvernement. Il y a un constat, Monsieur Gaëtan, oui, pour ce qui est de la torture, une impunité qui sévit. Un certain nombre de présumés auteurs qui ne sont pas inquiétés et il y a un certain nombre de victimes qui jamais, en réalité, n'ont reçu réparation et souffrent. Monsieur Plagbé, plusieurs procès ont eu lieu à la CPI depuis sa création et on retiendra notamment ceux du Congolais Jean-Pierre Bemba, les Ivoiriens Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé qui se sont terminés par des acquittements de la nécessité pour la CPI de revoir un peu son mode de fonctionnement. Moi, je pense en réalité qu'il faut vraiment analyser les choses au cas par cas. Parce que pour Jean-Pierre Bemba, on a parlé de verdict politique, de la communauté internationale qui voulait déstabiliser M. Kabila. Mais au niveau de la Côte d'Ivoire, de Charles Blé Goudé et de Laurent Gbagbo, ce sont des milliers de documents à charge, mais qui après se sont révélés. Monsieur Padiba, oui, vous savez, ce n'est pas la première fois que la justice va enclencher une action pour après découvrir en réalité que cette action n'avait pas lieu d'être. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que ce n'est pas pour cette raison qu'on va déclarer que la justice ou la juridiction, elle doit en fait être supprimée ou on doit s'en retirer. Il faut quand même se faire une autocritique. Bien sûr, il faut qu'elle s'améliore. Et en réalité, ces critiques-là vont déjà bon train. Et moi, je pense qu'il y a quand même un point positif à relever dans le fait que M. Charles Blé Goudé, M. Laurent Gbagbo a été relâchés. Les plus de 3000 morts qu'il y a eu dans le cadre des violences post-électorales, si ce n'est pas M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé qui en sont les auteurs, il y a bien quelqu'un en Côte d'Ivoire qui devra passer devant la CPI. Je ne citerai pas le nom. Et même plus encore, avant cette crise, lorsque Laurent Gbagbo prend le pouvoir en 2002, il va y avoir 3000 morts avant que la crise post-électorale ne se déclare. Donc pour ces plus de 6000 morts, M. Padiba, soyez rassurés, la personne coupable, un peu comme d'autres qui pendant longtemps ont cru qu'ils allaient en réchapper,
répondre de ces actes. Philippe Lagbé, une dernière question en tant que défenseur des droits de l'homme. Quel regard vous portez sur la coopération entre la CPI et les États? Non, moi, je pense en réalité qu'il faut analyser cette coopération à plusieurs niveaux. Je crois qu'on en a parlé très rapidement. Dès le départ. Il y a d'abord une coopération qui semble être une instrumentalisation politique entre les pays qui détiennent un certain pouvoir, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui semble toujours s'assurer que la Cour ne s'intéresse pas trop à leur linge sale. Et puis, il y a en fait la coopération avec les États africains, une coopération qui devient de plus en plus conflictuelle, où plusieurs fois la CPI a émis des mandats d'arrêt internationaux et les pays africains ont refusé de collaborer. Voilà, donc mais je crois qu'en réalité, la CPI reste un des recours que les défenseurs des droits de l'homme ou les citoyens doivent continuer de soutenir. Merci à vous, Philippe Lagbé, d'être passé sur ce plateau. Vous êtes juriste, chercheur au Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme. Merci à vous qui êtes resté en notre compagnie.